Suite aux résultats de l'élection européenne et de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, tout le monde est en train de commenter l'actualité politique, et cela va dans tous les sens. Mais une question n'a jamais été posée par personne. Est-ce que la Macronie est un régime fasciste? Parce que c'est notre projet! Pour répondre à cette question, nous allons partir du livre Reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Les régimes fascistes n'aiment pas la culture, car ils l'associent à une attitude critique, et on ne critique pas le chef. D'ailleurs, en Macronie, la culture française n'existe pas. Emmanuel Macron, il ne croit pas à la culture française. Le fascisme prône également l'action pour l'action. On m'a élu pour agir, pas pour lire. Numéro 3. Emmanuel Macron est un homme d'action, mais d'action pour l'action. Il n'a pas créé un parti politique en 2017, il a créé un mouvement, En Marche. Il n'avait peut-être pas pensé que ça ferait référence à la France en marche de Vichy sous l'occupation nazie. Bon, après, pour quelqu'un qui veut réhabiliter le maréchal Pétain, pourquoi pas? On connaît le rôle que Pétain a eu pendant la Première Guerre mondiale en tant que maréchal. Je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux. Et puis quand les journalistes l'interrogent sur son programme, il dit que le programme, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la vision. Je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Le fascisme n'aime pas l'esprit critique. Dans la culture moderne, la communauté scientifique entend le désaccord comme un instrument de progrès des connaissances. Et pour le fascisme, le désaccord, c'est trahison. Donc je vais vous laisser écouter d'abord sur ce côté-là, sur la science notamment, par rapport à ce qui s'est passé pendant la gestion de la crise Covid, qui a été gérée de façon autoritaire, ce qui a valu d'ailleurs à la France d'être déclassée en démocratie défaillante, pour avoir pris des mesures coercitives au niveau des libertés. Je rappelle que la France, M. Darmanin, a été très fier du nombre de milliers de contraventions mises pour non-respect de l'auto-attestation de sortie, tandis qu'en Espagne, pour une crise sanitaire, les policiers distribuaient des masques. Donc là, je vais vous laisser un extrait de Étienne Klein, qui était un scientifique qui est passé sur la chaîne Thinkerview, que j'apprécie beaucoup et je vous invite à aller regarder, ou une chaîne où on peut prendre le temps d'écouter les gens pendant plusieurs heures, où les gens développent leurs arguments. Donc là, il y a juste un extrait, mais je vous invite réellement à aller voir l'interview complète, dont le lien est en description, qui nous explique la différence entre science et recherche, et qu'est-ce qui a été confondu pendant la crise Covid. Et la recherche est donc activée par le doute. Donc le doute, c'est le moteur de la recherche, et en même temps, c'est son combustible. Parce qu'à mesure qu'on a des résultats, le doute se déplace. Et quand on confond la science et la recherche, comme on l'a beaucoup fait, le doute, qui est consubstantiel à la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on présente la science comme étant le lieu permanent du doute. Mais c'est pas vrai. Moi, je ne connais pas de physicien qui doute de l'existence de l'atome. Je ne connais pas d'astrophysicien qui doute de l'expansion de l'univers. Quand un scientifique parle publiquement, surtout en situation de crise, il devrait dire « nous savons que ». C'est pas moi qui pense que c'est nous. On a discuté ensemble, on a travaillé ensemble, et nous avons convenu que tel résultat permettait de dire qu'on a fait parler un bout du réel. Donc nous sommes d'accord pour dire que nous savons ceci. Ça, c'est la science. Et nous nous demandons si, ça c'est la deuxième partie de la phrase, qui concerne la recherche, les questions qu'on se pose. Voilà. Et j'ai trouvé, moi, que les personnes qui étaient invitées dans certains médias, au début de l'épidémie, à beaucoup de questions qui étaient posées par les journalistes, répondaient « je ne sais pas » ou « nous ne savons pas ». Et quand on répond à 3 questions successives « nous ne savons pas », il y a toute chance qu'on ne soit pas réinvité une nouvelle fois. On veut des gens qui non pas qui savent forcément, mais qui disent qu'ils savent. Et on donne ainsi une prime à ceux qui parlent avec le plus d'arrogance, parfois au-delà de leurs connaissances. En dehors des plateaux de télé, le gouvernement, par la voix de son ministre de la Santé, Olivier Véran, devant la représentation nationale, a assumé qu'il ne tolérait pas le doute et que seule la science validée par le régime était la vérité. Et d'autres encore, parce que je l'ai dit moi-même, refusent l'idée de la science et de ce qu'elle peut apporter en termes de gains pour la santé des Français. Au XXe siècle, un régime fasciste, les nazis en Allemagne, ont fondé leur totalitarisme sur la science,
car normalement on ne peut pas remettre la science en question. Tous ceux qui oseraient critiquer un point de vue scientifique seraient des ennemis de la science. Or, la science des nazis disait que la race aryenne était supérieure aux autres. Ce qui est bien sûr évidemment faux. Cela a été démontré pour ceux qui auraient pu en douter. Mais du coup, quand on met en doute la science, enfin une science dévoyée au service de la Macronie, voilà ce que certains chroniqueurs télé ont pu déclarer. Moi, c'est simple, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger, et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit, l'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on ne sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là, appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination, parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Le fascisme a peur de la différence. C'est pour ça qu'il faut contrôler la population et l'uniformiser. C'est pour ça que depuis Emmanuel Macron, il est possible de ficher les gens pour leur opinion politique, religieuse, syndicale, associative, de ficher les gens également qui sont en relation avec de telles personnes, pour pouvoir également les ficher et les surveiller. D'ailleurs, même ça est allé plus loin. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, il y a même eu l'utilisation du fichier civique, qui normalement est un fichier médical pour aider les gens dans le cas d'attentats ou de gorgement des hôpitaux. Là, il a été détourné pour retrouver des gens qui ont participé aux manifestations des Gilets jaunes pour poursuivre le fichage politique. Le fichier civique est une procédure exceptionnelle, déclenchée en cas d'afflux exceptionnel de victimes. Il a été détourné de son objet à l'occasion du mouvement dit des Gilets jaunes. Du seul fait de leur participation à ce mouvement, des personnes ont vu des informations médicales et nominatives collectées et transmises. La PHP, après des déclarations successives, a fini par admettre la réalité des faits. Monsieur Jomier. Madame la ministre, on ne demande pas à ceux qui sont susceptibles d'avoir commis l'infraction de mener l'enquête. C'est un principe étonnant quand même en termes juridiques. Par ailleurs, le fichier civique a clairement été dévoyé. L'ordre des médecins a saisi la CNIL, mais malheureusement, vous ne respectez pas l'avis de la CNIL, comme sur l'utilisation d'un autre fichier santé, OpsiWeb, qui a été croisé avec un fichier du ministère de l'Intérieur. Madame la ministre, les fondements de notre éthique du soin ne sont pas un mercato. Merci. Le fascisme, pour se développer, a besoin de complots, et de préférence un complot international, mais qui peut aussi être validé sur le plan intérieur. Et le moyen le plus simple est d'en appeler à la xénophobie. Ah non, c'est en Mayotte, les quoi ça. Président, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est pour cela que dans l'article 19 de la loi numéro 2017-1510 du 30 octobre 2017, donc une des premières mises en place par Emmanuel Macron, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, on peut lire que, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité, il est possible de contrôler des personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne elle-même de l'intéressé. Bon, cette possibilité n'est offerte que dans une zone de 10 km autour des zones frontières. Petit quiz. Saviez-vous que Paris est une zone frontière avec la gare du Nord, une zone frontière avec le Royaume-Uni? Et quand on regarde 10 km autour de la gare du Nord, ben voilà ce que ça donne sur une carte. On peut même regarder un peu plus loin, le Roissy est également une zone frontière, et quand on regarde 10 km autour de Roissy, voilà toutes les zones qui peuvent être contrôlées sur l'apparence étrangère. Et on peut faire la même chose avec le Bourget et Orly. Ce qui veut dire la légalisation du contrôle au faciès dans quasiment toute l'Île-de-France. La loi, normalement, n'est pas sujette à interprétation. Aussi, qu'est-ce que l'apparence étrangère? Lorsque j'étais secrétaire général du syndicat de police Vigie, j'avais posé la question par écrit au ministre de l'Intérieur et également au président de la République Emmanuel Macron.
Je n'ai eu aucune réponse à ce jour. Car la Macronie, avec cette contrôle sur l'apparence étrangère, au-delà de légaliser le contrôle au faciès... Vous parlez du contrôle au faciès. Je l'ai dit au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Ça fait trop longtemps qu'on parle de cela. Nous allons tout reprendre. Reprend des dispositions qui n'avaient pas été vues depuis Vichy, et donc un régime fasciste. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va la reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Mais qu'on se rassure, comme le rappelle le site de la Direction de l'information légale et administrative qui dépend du Premier ministre, cela est uniquement afin de mieux contrôler l'immigration et de prévenir les actes de terrorisme. Du coup, en Macronie, c'est très simple, le raccourci est là, un étranger est un terroriste en puissance. Dans le fascisme, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais une vie pour la lutte. Aussi, le pacifisme est une collusion avec l'ennemi. Le pacifisme est mauvais, car la vie est une guerre permanente. Emmanuel Macron a très bien mis en scène cette facette du fascisme. D'abord pendant la crise sanitaire, où il a déclaré « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Comme ça, il a pu endosser le rôle de chef de guerre, réunir un conseil de défense, supprimer les pouvoirs du Parlement et tout diriger de façon opaque, couvert par le secret défense. Un régime fasciste n'aurait pas envié cette organisation de la démocratie. Par la suite, Emmanuel Macron s'est un peu ennuyé. Il s'est déguisé en aviateur, il s'est déguisé en sous-marinier, il a été faire les gros bras en Afrique. Mais de façon assez étonnante, Emmanuel Macron n'a pas fait son service militaire. Pourtant, il est de la génération de 1977 et le service militaire était obligatoire jusqu'à la génération née en 1979. Donc Emmanuel Macron aime bien la guerre, mais que quand il peut faire joujou, pas quand il doit la faire lui-même. Puis il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Emmanuel Macron s'est aussitôt saisi de cette opportunité pour désigner l'ennemi, la Russie. Et oui, un régime fasciste a besoin d'un ennemi. Un ennemi pour maintenir son peuple dans la crainte, pour passer pour un protecteur aux yeux de ce même peuple, et pour diriger toutes les colères, non contre le régime, mais contre un ennemi extérieur qui est la cause de tous ces maux. Oui, par exemple, s'il y a eu une augmentation du prix de l'électricité, c'est à cause de la guerre en Ukraine. S'il y a eu une augmentation du prix du gaz, c'est à cause de la guerre en Ukraine. S'il n'y avait plus de moutarde de Dijon, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Voilà, la guerre en Ukraine était le problème, et la solution, il fallait gagner cette guerre. Et justement, c'est là toute l'astuce d'un régime fasciste, c'est de choisir un ennemi pas trop faible pour ne pas gagner la guerre, mais pas trop fort pour éviter de se faire écraser dans l'autre sens. Juste un équilibre pour pouvoir maintenir cette guerre éternelle, pour pouvoir justement bénéficier de tous ces avantages totalitaires de contrôle de la population. Derrière la machine à la propagande fasciste d'Emmanuel Macron s'est mise en marche. Toute personne qui osait proposer la paix était vue comme un ami des Russes. Et oui, il n'y avait pas la possibilité de la paix, il fallait juste la guerre. La France avait des armes à vendre, éventuellement certains avaient des intérêts à aller reconstruire le pays par la suite, car un pays détruit et dévasté rapporte beaucoup d'argent aux néolibéraux. Effectivement, la propagande officielle, pour se donner bonne figure, a parlé que nous étions à la veille des accords de Munich. Mais non, nous étions plutôt en 1914, quand la voix de Jaurès s'élevait pour essayer de maintenir cette Europe en paix. Et effectivement, aujourd'hui, les Macroniens auraient sans doute applaudi l'assassinat de Jaurès. Il faut dire que le fasciste est la paix et glorifie la guerre car cela permet de mettre en avant le culte de l'héroïsme. La guerre est belle et permet de mettre en avant cet esprit de sacrifice, vanté encore par Emmanuel Macron lors de la commémoration du débarquement du 6 juin. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Le héros fasciste est impatient d'aller mourir. Mais comme le souligne Umberto Eco dans son livre, dans son impatience, il lui arrive plus souvent de faire mourir les autres. Et finalement, le fascisme, c'est bien la mort et la guerre, comme l'avait défini Paul Valéry. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Le fascisme prône l'élitisme avec le mépris des plus faibles. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron moque les minima sociaux. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres, on n'en sort pas.
Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. De même, il dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Bon, cela a été peut-être vrai pour lui, vu que de l'autre côté de la rue de l'Élysée, il y a la banque Rothschild. Mettant à savoir de quel côté il a traversé la rue pour trouver un nouveau travail. La question se pose. Enfin, Emmanuel Macron montre la quintessence de ce que peut être l'élite fascisme et du mépris des plus faibles. Et dans une gare, il parle de ceux qui réussissent et de ceux qui ne sont rien. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Oui, il n'a pas dit ceux qui n'ont rien, mais ceux qui ne sont rien. C'est-à-dire que là, il va jusqu'à nier leur humanité, il va jusqu'à nier leur existence. Ils n'existent pas. C'est un mépris le plus complet de la nature humaine. Les régimes fascistes aiment s'insinuer dans l'intimité des citoyens. C'est pour cela qu'ils veulent contrôler les mœurs sexuelles. En Macronie, la norme qui a été mise en avant est la norme LGBT, avec de nombreux ministres homosexuels. Cela a été très pratique pour camoufler l'incompétence de ces nombreux ministres, car au lieu de mettre en avant cette incompétence, il était pointé du doigt que les critiques étaient donc homophobes. Pourtant, une orientation sexuelle ne garantit en rien la compétence ou l'incompétence d'une personne. Cela relève de l'intime et de la vie privée. En le mettant sur la place publique, Emmanuel Macron donne un cap vers un type de société qu'il veut. Et ce type de société continue derrière avec la mise en place d'un réarmement démographique. Les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Comme les mœurs changent, il y a nécessité d'un réarmement démographique. Pas du tout en incitant à la natalité naturelle, mais au contraire, celle industrielle et sur catalogue, avec la GPA qui a été testée pour savoir si la population acceptait qu'on puisse acheter des enfants et louer des utérus. Dans un régime fasciste, les individus n'ont pas de droits. À la place, il y a le peuple qui est conçu comme une entité monolithique qui exprime une volonté commune. Et c'est le leader qui en est l'interprète. C'est peut-être pour cela qu'Emmanuel Macron, en France, a voulu supprimer tous les corps intermédiaires, pour interpréter au plus près la parole populaire. Également, lors du mouvement des Gilets jaunes, il a mis en place un grand débat, où il a pu monologuer à travers toute la France pendant des heures et s'écouter parler. Au final, les cahiers de doléances n'ont jamais été publiés en ligne à l'heure du numérique, et pire, ils ont même été perdus. Et quand le peuple ne veut plus rester dans son rôle de spectateur à acclamer la gloire de Jupiter, eh bien on lui tire dessus, comme pendant le mouvement des Gilets jaunes, avec de nombreuses mutilations, à tel point que la Commission des droits de l'homme de l'ONU s'en était inquiétée, mettant la France sur la même liste que le Mozambique, Haïti et le Venezuela. L'accusation vient de cette femme, Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Dans son rapport, la France est rappelée à l'ordre au même titre que le Soudan, le Zimbabwe ou encore Haïti, sur un sujet précis. Des gilets jaunes. Dans son rapport, la haut-commissaire de l'ONU semble viser les nombreuses blessures dues au LBD, ces lanceurs de balles de défense. Et bien sûr, la réaction du gouvernement n'a pas été à l'époque de dire « Non, non, excusez-nous, on va essayer de s'améliorer, c'est chez pire, chez les autres. C'est peut-être pire, mais ça ne veut pas dire que ça va bien chez nous. » Il faut, je le dis néanmoins, s'étonner tout de même de se retrouver cité dans une liste entre le Venezuela et Haïti où il y a eu des morts. Les régimes fascistes aiment mettre en place une novlangue. Sous Emmanuel Macron, ça a été tous les vocabulaires des technocrates et des cabinets de conseil. Vladimir, je n'hésiterai pas, le cas échéant, à déclarer que si la Russie poursuit sa route échevelée vers la provocation rédhibitoire, je prononcerai concomitamment la plausibilité d'assumer le devoir qui est le nôtre. Et ça, c'est notre projet! J'ai rien compris. Bon, en fait, moi non plus. En fait, moi non plus, à mon avis, personne. Avec des mots complètement déconnectés de la réalité. Nous avons pu voir, par exemple, que quand nous étions en guerre contre un virus, alors que dans le même temps et dans le même discours, Emmanuel Macron disait que c'est des mesures exceptionnelles de fermeture des écoles, des bars, qui n'avaient jamais été prises en temps de paix. Pendant le Covid, le président va même jusqu'à reprendre une fusion des contraires proprement orwellienne. La paix, c'est la guerre, et la guerre, c'est la paix. Cet effort que je vous demande est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, il progresse. Et cela requiert
notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. » Fin de citation. Mais il s'avère finalement que la guerre covidienne, ou covidesque, c'est aussi la paix. Dans le même discours du 16 mars 2020, le président déclare « Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés. Samedi soir, les bars, les restaurants, tous les commerces non essentiels à la vie ont clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions en temps de paix. » Fin de citation. En temps de paix, hein, je répète, j'y insiste. Voilà, donc on voit bien ici comment la guerre c'est la paix pour Emmanuel Macron et la paix c'est la guerre. La paix c'est la guerre. Eh oui, et Emmanuel Macron a renouvelé son exploit avec la guerre en Ukraine. Pour préserver la paix, il faut faire la guerre. Et tous ceux qui sont contre cette guerre sont des pacifistes et donc en collusion avec l'ennemi, comme nous vous avons vu dans un précédent point de cette vidéo. Un régime fasciste a besoin d'une novlangue pour disqualifier ses opposants politiques. Par exemple, la dégradation d'un local parlementaire LREM avait été qualifiée d'attentat par Christophe Castaner. La même chose à Sainte-Soline, les militants écologistes luttant contre les bassines ont été qualifiés d'éco-terroristes par Gérald Darmanin. Il y a eu une grande partie des manifestants violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessant, s'en prenant par exemple à 5 véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Et c'est bien le propre d'un régime fasciste que de qualifier ses opposants de terroristes. C'est exactement ce que faisait le régime de Vichy et l'occupant nazi pendant l'occupation en 1940 en traitant de terroristes toutes les personnes faisant partie de la résistance. De plus, cela est un manque de respect considérable pour les gens réellement victimes d'attentats terroristes, comme ça a pu être le cas en France au Bataclan ou plus récemment en Israël le 7 octobre dernier. En conclusion, la Macronie coche la majorité des cases d'un régime fasciste, en tous les cas, selon la définition d'Umberto Eco dans son livre « Reconnaître le fascisme ». Pour ceux qui douteraient de la conclusion fondée sur les livres d'Umberto Eco que la Macronie est un régime fasciste, un dernier élément, une dernière preuve. Pour bien la comprendre, il faut remonter étape par étape. La première, c'est que les procureurs sont aux ordres du pouvoir exécutif. Je cite Emmanuel Macron en 2018 lors de son discours à la Cour de cassation. Il est normal qu'un gouvernement qui porte une politique pénale puisse la défendre, l'expliquer, en répondre, qu'elle puisse être débattue, et le parquet doit continuer à mes yeux à appartenir à une chaîne hiérarchique dont le sommet est une autorité qui porte cette responsabilité politique, l'assume, car c'est l'exécutif qui est dépositaire du mandat du peuple. Fin de citation. Donc, comme on a pu le voir, une fois de plus, l'exécutif sait mieux ce que le peuple pense et pense pour le peuple. L'autre chose derrière, c'est que par la suite, Emmanuel Macron a choisi lui-même de nommer les procureurs pour qu'ils soient directement dépendants de l'Élysée, ce qui est arrivé avec le procureur général de Paris, M. Hertz, à la suite de l'affaire Benalla. Ces prérequis étant posés, il faut savoir que la France s'est battue pour extrader Vincenzo Vecchi, un habitant d'un village proche du mien, parce qu'il avait participé aux manifestations anti-G8 à Gênes en 2001. Oui, il avait participé. Il n'avait commis aucune exaction. Les rapports de police sont formels sur ce point-là, mais le motif de l'extradition est une loi votée par Mussolini. Oui, une loi qui s'appelle Dévastation et pillage et qui considère que toute personne présente à une manifestation qui dégénère est coupable. La criminalisation des manifestants de façon générale. En France, la justice a donné raison à Vincenzo Vecchi, mais à chaque fois, les procureurs faisaient appel de la décision du tribunal. C'est monté jusqu'à la Cour de justice européenne, redescendu en Cour de cassation qui a renvoyé en Cour d'appel, qui finalement a tranché définitivement au bout de plusieurs années de procédures et d'insécurité juridique pour cette personne. Et cette criminalisation des manifestants n'est pas un hasard, c'est une volonté politique d'Emmanuel Macron. Tout le monde se rappellera des mots de Christophe Castaner lors du mouvement des Gilets jaunes. Ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là. Au moins les choses sont claires. Le modèle de référence et de gestion de la foule en France, en Macronie, c'est celle de Mussolini. Et Mussolini, sans aucun débat possible, était fasciste. Finalement, à la tête de l'État, nous avons quelqu'un qui est plus Mussolini que Jupiter. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle participe à vos réflexions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires pour pouvoir échanger. Également faire un don au lien Tipeee en description. Nous conclurons par ces mots de Gérald Darmanin qui dit que Mme Marine Le Pen est trop molle. Quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein. Et qu'est-ce que donnerait la République en marche dans une galaxie très lointaine ?
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Vive la République! Vive la France! S'ils éteignent la liberté, sous une pluie d'applaudissements.